je le dirais également, c'est par, je dirais, celui qui a été mon maître de stage, celui qui m'a poussé à devenir avocat, c'est lui, c'est en limitant un peu que finalement le virus de la politique m'a atteint et je suis entré là-dedans. Et je suis là-dedans. Ce n'est pas... j'avoue que ce n'est pas facile. Oui. Et il y a des moments où vous vous posez des questions, mais pourquoi diantre me suis-je engagé dans cette galère? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est tellement difficile, il y a des jours... Je vais demander, si c'était à refaire, est-ce que vous le referez? Je le referai. Je le referai. Parce que je vous dis que c'est par conviction que je suis venu là-bas. Je ne suis pas venu là-bas pour trouver les choses roses et faciles. Et c'est compliqué. Et vous vous demandez parfois, lorsque vous écoutez les gens pour qui vous battez, les gens qui sont autour de vous, des compagnons de lutte et tout ça, lorsque vous voyez la manière dont ils se comportent parfois, les incompréhensions de tout genre, tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait de le faire? Mais lorsque la fibre qui vous a poussé à aller vers là est toujours présente, mais vous dites non, mais j'ai voulu régler un problème. Le problème est toujours là. Le problème étant toujours là, tu ne peux pas abdiquer, tu ne peux pas renoncer. Alors, votre parti, les Forces démocratiques pour la République, a vu le jour en novembre 2016. Il y a donc de cela un peu plus de 7 ans. Alors, êtes-vous satisfait de votre parcours? Quelles sont vos satisfactions et qu'est-ce que vous considérez comme des échecs à ce jour? Oui, c'est une très très bonne question. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que avant toute chose, je rends toujours grâce au Seigneur, à Dieu. Je le dis parce que je suis croyant. Je ne suis pas croyant sur les lèvres. Je suis croyant parce que je crois en Dieu. Oui. Et je dis toujours que tout ce que vous faites, lorsque vous n'êtes pas en harmonie avec votre Créateur, vous ferez des choses, mais en le voyant du côté de la personne humaine. Et ça a toujours des limites. Oui. Ce que les hommes font ont toujours des limites. Mais il faut couronner tout ça là par la bénédiction. On dit souvent que c'est Dieu seul qui fait les rois. Alors, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le couronnement final vient toujours de lui. Et c'est pour ça que je lui rends grâce, parce que lorsque nous avions lancé cette aventure-là en 2016, en novembre 2016, nous n'imaginions pas qu'on aurait pu avoir la réussite que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons eu des inspirations à plusieurs occasions, même au moment de la création du parti. Tout ce que nous avons eu comme idée, la manière dont nous avons conçu, ce qu'on a lancé, tout cela, c'est une inspiration. Et l'inspiration nous poursuit tous les jours. Lorsqu'il y a des problèmes qui se posent ici, nous prenons du temps pour réfléchir, mais à la fin, nous avons toujours la présence divine qui nous inspire. Alors, si je vous comprends, vous êtes satisfait du parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire avec certitude que nous avons. C'est vrai que c'est un combat, nous avons des choses devant, nous n'avons pas atteint les résultats, mais ce que nous avons fait, le peu que nous avons fait aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, nous sommes satisfaits de ce parcours-là. Parce que nous avons aujourd'hui des hommes, des femmes, décidés, aguerris pour vivre le parti. Et ils le vivent bien, avec conviction d'ailleurs. Et le respect de la ligne que nous sommes tracés dès le départ fait qu'aujourd'hui, les gens croient en nous. Quand vous écoutez des commentaires, parfois, je me dis que c'est de la flatterie, parfois de certains, mais quand ça vient de un, deux, trois, vous dites que, ah oui, mais peut-être que ce que vous faites est bien, et il faut y tenir. Et on a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, malgré le climat difficile, nous avons des gens qui nous appellent, qui viennent au parti, qui adhèrent au parti. Donc, on peut dire qu'un parti auquel les gens ne croient pas, vous n'avez pas de nouveaux adhérents. Si vous avez aujourd'hui des nouveaux adhérents qui viennent, et des hommes de qualité qui viennent au parti, donc, vous pouvez vous dire, oui, mais nous faisons quand même quelque chose de bien. Bon, rien n'est parfait. Oui. Dans le monde, nous avons quelques difficultés pour la gestion du parti. Vous savez qu'un parti politique, pour le maintenir, le faire fonctionner, il faut de l'argent. Et la plupart de nos militants, ils sont de conditions modestes.
Ils se débrouillent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais de ce côté-là, on peut dire que oui, la difficulté est toujours là. Et nous nous débrouillons. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que toutes les activités que nous faisons aujourd'hui, nos militants, les premiers responsables et militants de base ont compris que c'est en contribuant qu'on peut y arriver. On y reviendra tout à l'heure, mais je vous dis avec certitude que la dernière rentrée que nous avons eue la dernière fois, mais c'est nos militants, c'est les premiers responsables qui ont mis la main à la poche. Et ils ont apporté ce qu'ils peuvent. Et ça a permis de couvrir tous les frais. Même on a un excédent pour d'autres choses. Alors, ça, c'est des choses qui vous donnent de la satisfaction pour vous dire que les gens ont finalement compris le message, la mission que vous avez, et la vision que vous avez pour le Togo. Alors, voudriez-vous bien, à présent, nous résumer en quelques mots les ambitions de FDR pour le Togo? Quels sont vos rêves pour le Togo? Oui, mais d'abord, je partirai de notre vision. La vision de FDR, oui. Nous avons dit, notre vision, c'est de faire du parti FDR un parti rayonnant, animé par des femmes et des hommes de qualité au service des collectivités et de la nation. C'est ça notre vision. Mais en dehors de la vision, nous avons une mission. Nous avons défini une mission. La mission que nous nous sommes définis, c'est œuvrer aux côtés des autres forces politiques du Togo à la mise en place d'un véritable état de droit démocratique et laïque propice au développement intégral du pays et qui garantit la justice sociale et le bien-être des populations. C'est ça, notre vision et notre mission. Et tout cela, nous avons martelé un troisième aspect, que nous devons construire tout ça sur des valeurs. Et nous avons défini des valeurs. Quelles valeurs, par exemple? Les valeurs, c'est la justice sociale, c'est l'équité, la solidarité, la vérité, le respect de la parole donnée, l'intégrité, la conviction, la probité, la foi en Dieu. Ça, c'est énormément de valeurs que nous sommes définies. Et nous avons dit, je dis toujours au bien, que nous sommes venus dans cette arène, pas nécessairement pour devenir ceci ou cela. Moi, je suis président de ce parti. Et je leur dis tout le temps que je ne suis pas venu à FDR pour devenir président de la République. Si Dieu couronne demain et que tu le sois, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas la vision première. Nous voulons faire des FDR, avec les FDR, tracer une voie pour les Togolais. Pour dire, mais nous devons faire la politique autrement. Nous avons constaté tout ce qui est arrivé à nous. Nous avons une force en face qui gère le pays, qui nous brutalise, qui nous vilipende, qui prend nos biens impunément. Mais en face de ceux qui gouvernent le pays de cette manière, de manière archaïque, jusqu'à aujourd'hui, en face, la seule chose que nous avons à faire, c'est de mobiliser les énergies des Togolais autour de ces valeurs-là pour aller à quelque chose de bien. Parce que les dribleries, les micmacs, croire que oui, moi je suis le plus intelligent que l'autre, bon, à la dernière minute, je vais le tromper, je vais manipuler celui-ci pour devenir ceci. Mais on l'a essayé pendant des années, ça n'a pas marché. Ça n'a pas, et ça ne marchera jamais. Lorsque vous êtes avec un camarade avec qui vous cheminez, et puis à un moment donné, il se rend compte que vous le trompez, vous le dribblez. Vous croyez qu'il va applaudir pour dire, mais il m'a dribblé hier, alors donc comme il a été le plus malin, le plus dribbleur, moi j'applaudis et je l'accompagne. Ça ne se passe jamais comme ça. Oui. Ça ne se passera jamais comme ça. Bien, les forces démocratiques et les FDR donc, ont effectué leur entrée politique samedi dernier, des assises que vous avez personnellement présidées. Le rappel avec Hervé Essé. Rentrée politique des forces démocratiques pour la République FDR samedi dernier à Lomé. Citoyens, fédérons nos énergies pour sauver le Togo du naufrage. Tel était le thème de cette rencontre qui a drainé les militants venus de plusieurs fédérations. Une occasion pour l'instance dirigeante du parti de passer en revue la vie sociopolitique du Togo. La pauvreté, l'extrémisme violent au nord du Togo, le dernier rapport de la Cour des comptes sur le fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Les difficultés au sein de l'opposition togolaise ont été passées au peigne fin. Maître Paul Dodiapevon, des FDR. Je vous invite à être tolérant avec tous ceux qui, comme nous, se battent sincèrement et dans l'adversité.
je vous confie surtout à éviter la compromission, la manipulation, la part du gain facile. Même dans la pauvreté, soyons dignes et fiers et travaillons inlassablement pour le changement de notre situation qui n'est pas une fatalité. Nous venons d'entrer il n'y a pas longtemps dans la nouvelle année 2023 et nous continuons d'évoquer avec ferveur Dieu, le Tout-Puissant, le maître absolu de toute situation, afin que l'amour, le pardon, l'harmonie, la cohésion sociale deviennent des réalités dans notre pays. Mais nous sommes conscients aussi que pour rendre ces choses possibles, le Créateur attend de nous un changement de comportement. L'opposition, de manière générale, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion du pays. De manière englobante, c'est au-delà des partis politiques, tout ce beau monde-là doit constituer, et vous et nous, à moins que vous ne soyez pas dedans. Si vous êtes dedans, ne dites pas qu'il n'y a pas d'opposition. Si vous n'êtes pas d'accord sur la gestion actuelle du pays, donc si il dit que l'opposition n'existe pas, donc vous-même vous n'existez pas. Vous avez utilisé l'argent du peuple. Vous avez l'obligation de rendre des comptes. C'est seulement dans notre pays, nos gouvernants croient qu'ils peuvent utiliser nos finances publiques sans rendre compte à qui que ce soit. Ils confondent l'argent public avec leur poche, leur argent privé. En matière de finances, lorsque vous prenez de l'argent de l'État et que vous l'utilisez, vous avez l'obligation de dire comment vous les avez utilisés. La Cour des comptes a analysé les dépenses qui ont été faites. On a constaté des manquements partout. Lorsque vous prenez de l'argent de l'État pour acheter du riz ou un stock de sécurité, ça vous empêche de rendre des comptes. Voilà, maître Apeuvon, un petit rappel de votre rentrée politique samedi dernier. Le thème de cette rentrée, justement, est « Citoyens, fédérons nos énergies pour sauver le Togo du naufrage ». Alors, pourquoi parlez-vous de naufrage du Togo? Mais vous êtes journaliste, vous le savez bien que moi, que le pays est aujourd'hui en train d'aller au naufrage. Si rien n'est fait pour la sortir. Mais la manière dont le pays est aujourd'hui géré, les finances publiques sont gérées, la manière dont la corruption est devenue une gangrène qui a atteint toutes les couches, tous les milieux. Mais est-ce qu'on peut construire un pays dans cet état-là? Je ne parle pas seulement des élections. C'est vrai que en matière d'élections, on connaît le système. C'est la tricherie, le vol, la manipulation des résultats. Mais ça, nous sommes coutumiers. Oui, mais justement, alors, vos adversaires vous opposent le fait que vous n'avez pas de preuves pour étayer ces accusations. Ça, c'est des histoires. On n'a pas de preuves. Depuis que tout le temps qu'on est en train de... Je vous renvoie à 1998. Nous avons fait un vote ici, dans ce pays, avec Gilles-Christ Olympio qui est candidat. Nous sommes mobilisés. Le monsieur-là, le candidat-là, le résultat est tellement écrasant. Est-ce que le décompte des voix est allé jusqu'à terme? C'est en plein milieu qu'on a arrêté le décompte. On a mis les bulletins quelque part et puis après, on proclame quelqu'un vainqueur. Ce n'est pas des fraudes, ça. Lorsqu'on a voté dans ce pays, on a vu des militaires prendre les urnes, courir avec. Et on proclame celui au nom de qui on a fait tout ça, vainqueur. Ce n'est pas des tricheries, des vols. Mais nous avons fait des élections dans ce pays où nous avons attrapé des gens en train de bourrer les urnes. Ils prennent un certain de bulletins qu'ils mettent dans l'urne. On les a attrapés. On les a amenés à la gendarmerie. Mais le soir, vous allez là-bas, mais celui que vous avez pris a disparu. Vous ne retrouvez plus de traces. Mais les exemples sont tellement légion que ceux qui nous opposent, ça c'est de la mauvaise foi. Oui. Ils ne veulent jamais reconnaître ce qui est mauvais. Et c'est ça qui est dramatique pour notre pays. Lorsque quelque chose se passe, et que progressivement, ceux qui le font en prennent conscience, à ce moment-là, vous pouvez espérer que demain, ils vont se corriger. Mais lorsque à tout moment, ils nient, même l'évidence, ce que vous avez vu vous-même de manière flagrante, ils disent que ce n'est pas ça. Mais comment le pays peut aller de l'avant? Ce n'est pas possible. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une situation de naufrage, effectivement. Et ça, c'est une interpellation que nous sommes en train de faire, que ceux qui nous gouvernent, même s'ils ont pris le pouvoir par la tricherie, mais au moins que
le pays soit gouverné de telle manière que le minimum soit consacré aux infrastructures de base, à l'éducation, à la santé, à nos routes, et que le citoyen lambda puisse trouver le minimum pour manger et se vêtir et se soigner. Mais si on n'a pas ça, s'ils prennent le pouvoir et ils en font seulement un instrument de jouissance, ils jouissent énormément du pouvoir sans penser aux citoyens au nom de qui ils ont pris le pouvoir. Mais ils nous entraînent vers le naufrage. Et ça, c'est évident. Tous les citoyens le savent aujourd'hui. Même ceux qui sont dans le parti au pouvoir aujourd'hui, vous les interrogez individuellement, ils vous diront non, ça ne va pas. Le pays est en train d'aller dans un gouffre. Ça, c'est tellement évident que on n'a pas besoin de démontrer. Tous les Togolais qui sont ici, qu'on soit à l'intérieur ou au sein de la diaspora, tout le monde maîtrise. Même ceux qui sont nos accompagnateurs, ceux qui nous viennent en aide au pays, constatent souvent que la manière dont ce qu'on nous amène pour le développement du pays n'est pas utilisé à bon escient. C'est un cri d'alarme. Ce cri d'alarme-là, si on veut sauver ce pays, ce cri doit être entendu par nos gouvernants d'abord et par nous autres, pour voir comment nous accompagnons tout ça là pour aller vers ce qui nous permettra d'avoir un pays plus émancipé. Oui, maître, pour prendre en compte les critiques ou les idées de l'opposition, le pouvoir a initié entre-temps la concertation nationale entre acteurs politiques. Mais vous avez déploré il n'y a pas longtemps le fait que, je vous cite, les maigres résultats obtenus à la CENAP avaient été édulcorés d'une part par une modification unilatérale de la loi relative aux manifestations publiques adoptées par l'Assemblée nationale et d'autre part le refus du gouvernement de libérer les prisonniers politiques. Et fin de citation. Regrettez-vous votre participation, la participation des FDR à cette discussion de la CENAP? Non, je ne l'ai pas regretté parce que, pourquoi? Lorsque on nous a convoqués, on nous a invités pour cette concertation, le ministre d'État qui nous a invités a fait d'abord des consultations bilatérales. Lorsque je l'ai rencontré au nom de mon parti, je lui ai dit, mais si ce qui va se passer, le dialogue auquel il nous appelle, va déboucher sur les mêmes constats, on va se séparer en queue de poisson sans résultat, ça ne vaut pas la peine. Notre parti ne participera pas à cette concertation-là. Si c'est encore la loi du plus fort qui va régner, bon, tout ce que vous allez soulever, ils vont refuser de vous écouter. Si c'est ça, ça ne vaut pas la peine. Il nous a rassurés. Il a dit non. Est-ce que c'est l'opposition qui a demandé le dialogue? On a dit non. Et bien, dit, mais si le pouvoir sentit la nécessité de nous appeler cette fois-ci pour une concertation, c'est parce que le gouvernement a des propositions concrètes à nous faire et nous serons surpris. Alors, ils nous ont demandé d'envoyer des propositions, chaque parti a envoyé des propositions. Mais lorsque les discussions ont commencé, mais nous avons constaté que c'est un traquenard. Encore une fois, c'est un traquenard. Parce que tout ce qui est essentiel pour corriger les avatars, les manquements de notre code, de notre cadre électoral, tout ce qu'on a soulevé, ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Alors là, parfois, il y a des discussions assez houleuses dans cette salle-là. Les gens ne sont pas témoins de ce qui s'est passé là-bas. Mais c'était tellement voulu parfois. Mais comme c'est eux, ils nous ont attirés là-dedans. Bon, on a subi ce qu'ils nous ont imposé là-bas. Mais à la fin, les résultats que nous avons obtenus, c'est pas grand-chose. Mais nous avons dit, pour les mettre en œuvre, il faut mettre une structure en place composée des hommes, des gens du gouvernement, du pouvoir et de l'opposition, pour qu'au moins on puisse traduire fidèlement les décisions qui ont été prises là, fidèlement à l'Assemblée. Au départ, ils nous ont dit oui. Mais ils n'ont rien fait de tout ça. Et c'est au moment où on a appris qu'ils ont transmis, le gouvernement a transformé tout ce qu'on a fait là en projet de loi qu'ils ont envoyé à l'Assemblée. Mais c'est à notre grande surprise qu'on a vu que les résultats qu'on a, les maigres résultats, vous l'avez dit tantôt, que nous avons obtenus, ils l'ont encore défiguré. Ils l'ont transformé. La loi sur la manifestation, la version actuelle, ce n'est pas ça qu'on a arrêté.
au niveau de la discussion. Ce n'est pas ça du tout. Mais ils diront que c'est l'Assemblée qui a ce n'est pas sérieux. Quand on était allé à cette discussion, il y avait une composante de l'Assemblée. L'Assemblée était représentée, le parti au pouvoir, parce que tout ce qui était à l'Assemblée, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, était représenté à la discussion. Alors ça sert à quoi de nous amener à un dialogue avec des représentants de l'Assemblée, des partis politiques, des partis au gouvernement, et qu'on arrête des décisions, et que le seul parti au pouvoir, avec l'Assemblée, parce qu'ils sont majoritaires là-bas, vont s'asseoir pour transformer tout ça. Est-ce que ça sert à peine encore, ça vaut la peine de nous appeler? Ils n'ont qu'à décider à leur niveau de ce qu'ils veulent faire. Vous considérez la mise en place du CPC comme, citation, un subterfuge du pouvoir pour continuer de flouer les acteurs de l'opposition qui acceptent de bonne foi le dialogue politique? Oui. Est-ce à dire, Maître Pivon, que le FDR n'entend plus participer à des discussions avec le pouvoir? La confiance est-elle complètement ruinée? Bon, mais je ne sais pas, il faut... Demain, s'il montre un peu plus de disponibilité, peut-être. Nous, on a été façonnés pour faire le dialogue. Mais on ne peut pas refuser le dialogue. Mais la manière dont ils se comportent avec nous, jusqu'à aujourd'hui, ne pousse pas à avoir de l'enthousiasme pour le dialogue avec eux. Ça ne pose pas cet enthousiasme-là. Parce que même le CPC, nous avons fait un dialogue qui a demandé que le dialogue se poursuive à travers ce qu'ils ont appelé CPC. Mais avec qui ils se sont concertés avant de mettre la structure du CPC en place. Dès que le dialogue est fini, le ministre Boukessi a pris le dossier, il est allé faire ce qu'il veut. Le CPC là, c'est sa conception à lui. Aucun membre de l'opposition n'a regardé ce qu'il a fait là-bas. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est nous prendre pour des acteurs, pour des gens qui doivent contribuer à ce qu'ils font? Parce que eux, ils considèrent parfois l'opposition comme des dérangeurs. Mais ils n'ont pas quelque chose à apporter. Et c'est eux qui gouvernent parce qu'ils considèrent que c'est eux les gouvernants. Mais les autres n'ont rien à dire. Mais un pays ne se construit pas comme ça. Ce qui nous arrive aujourd'hui au Togo, si on y prend garde, si on considère toujours que oui, c'est moi le puissant, le tout-puissant, mais il arrive au moment où tu te rends compte que oui, tu es puissant, mais il y a quelque chose qui peut te réduire dans toute puissance. Oui, justement, dans un discours le week-end dernier, dans votre discours le week-end, vous avez appelé les gouvernants à créer les conditions d'une cohésion sociale. Pour vous, quelles sont ces conditions et quelles sont vos propositions pour parvenir à cette cohésion et par la même occasion à ce que vous appelez la décrispation du climat politique dans le pays? Oui, rappelez-vous, lorsque nous avons été invités pour la première fois pour ce qui se passe au nord du pays, le djihadisme qui nous attaque de toutes parts avec des morts au sein des forces de sécurité et des morts au sein des populations civiles, nous avons dit, mais ce problème-là, nous sommes tous concernés. C'est tous les Togolais qui doivent partir en guerre contre le djihadisme. Mais les gens doivent se mobiliser. Mais pour que les gens se mobilisent, il faut essayer d'atténuer les frustrations que les gens traînent dans leur cœur. Les frustrations, elles sont nombreuses. Les élections, organisées la plupart du temps dans l'opacité, dans la fraude, ça a créé justement des rancœurs. Les gens qui ont été arrêtés, qui sont en détention aujourd'hui, pour un oui ou un non, au sein de l'opposition, ça a créé des rancœurs. Des gens qui sont en exil, et aujourd'hui, ça a créé des difficultés. Alors, nous avons demandé, au cours d'une conférence de presse, que nous voyons le problème à 2 niveaux, ou à 3. Le premier niveau, c'est de provoquer, justement, cette décrispation par le vote d'une loi d'amnistie. Tous ceux qui sont en détention aujourd'hui pour des faits politiques ou d'opinion, il faut faire voter une loi d'amnistie pour que tout ce monde-là, qui sont encore en prison, soit libéré. Et ceux qui sont en exil reviennent au bercail. Ça, c'est un acte fort venant du chef de l'État pour permettre aux Togolais de se retrouver. Et pour dire, mais lorsque cette décrispation de ce problème est réglé, mais comment nous faisons aujourd'hui et tous ensemble pour nous mobiliser pour aller
en guerre contre le djihadisme. C'est la proposition que nous avons faite. La deuxième proposition, comme c'est les élections qui créent toujours des problèmes dans notre pays, nous avons dit il faut aller courageusement vers une révision correcte du cadre électoral. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui un consensus obtenu à la CNAP, ça n'en est pas un. Posons les actes. Ne nous accrochons pas seulement uniquement à la conservation du pouvoir pour refuser toutes les approches qui peuvent nous permettre de nous retrouver en tant que Togolais pour créer justement l'harmonie que nous appelons de nos voeux. Et le troisième axe, c'est comment faire pour que la gestion du pays permette aux Togolais de régler le quotidien, chacun dans sa maison. En ce moment-là, on y est toujours dans le phénomène de la vie chère. Mais quelles sont les mesures qu'on doit prendre, comment on doit faire pour que les Togolais puissent se retrouver? Parce que manger, se soigner et se vêtir, c'est un minimum qu'on doit apporter aux Togolais. Ceux qui ont pris la décision de se porter candidat pour gérer le pays, mais ils se sont engagés à faire le bonheur des citoyens. Alors, si les gens sont en train de crier aujourd'hui famine, les gens qui ne mangent pas à leur faim, les gens qui sont désemparés, ils ne trouvent pas, ils ne peuvent pas trouver de l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, ils ne peuvent pas trouver de l'argent pour se soigner, mais il y a problème quelque part. Voilà les trois axes que nous avons dessinés au cours de notre conférence de presse et pour demander au chef de l'État de poser un acte fort pour y arriver. Mais jusque-là, j'avoue que la loi d'amnistie, ce n'est pas d'ailleurs notre parti seul qui a lancé cet appel pour la libération des prisonniers. Il y a d'autres collègues d'autres partis de l'opposition qui ont lancé cet appel-là. Et c'est nécessaire. Parce que dans tous les pays du monde, lorsque ça se complique, les chefs d'État prennent courageusement la décision de réunir les acteurs politiques. On le voit tout le temps en Côte d'Ivoire. Ceux qui hier étaient considérés comme des ennemis jurés, mais ils se retrouvent. Ouattara avec Bédié, avec Gbagbo, ils se retrouvent pour penser à l'avenir du pays. Mais les acteurs politiques, c'est vrai, à un moment donné, ils sont opposés sur le plan des idées, sur le plan de la conquête du pouvoir, mais ils ne sont pas des ennemis. Mais comment ne pas faire pour que nous aussi, dans ce pays, quelles que soient les fautes supposées ou réelles qu'on reproche aux autres, pourquoi on ne peut plus pas se retrouver pour poser cet acte de décrispation de la vie politique dans notre pays? Pourquoi ne pas le faire? Le reste, ne pas le faire, ça devient de l'égoïsme. Ça devient de l'égoïsme. Et c'est pour ça que j'ai déploré la dernière fois que nous avons appris que le ministre des Affaires étrangères, qui se promène un peu, lui, il est devenu un pigeon voyageur, il va partout, il est un faux follet, il est ici, demain il est là-bas, il revient, etc. Il a fait... il a posé il a intervenu longuement, abondamment d'ailleurs dans la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire à propos des 49 prisonniers là. Le chef de l'État lui-même, en dernier recours, est intervenu. Mais pourquoi ils ont fait ça pour les Ivoiriens et ils ne peuvent pas le faire pour les citoyens qui sont en difficulté aujourd'hui dans ce pays, qui sont en prison. Des gens sont en exil. J'ai cité le cas de Monseigneur Kodjo. Ce monsieur-là, il est vieux. Quel que soit ce qu'on lui reproche, entre guillemets, mais est-ce que ce serait aujourd'hui quelque chose de bien pour nous au Togo d'apprendre que ce monsieur-là est resté en exil et mort en exil? Qu'est-ce que les gens diront de nous? Alors, c'est pour ça que ces appels-là, nous, on les lance pour le bien du pays. Mais entre-temps, le ministre de la fonction publique, M. Bavra, avait dit que personne n'empêche Monseigneur Kodjo de rentrer, qu'il peut rentrer à tout moment. Oui, ce qu'il dit là, est-ce que, courageusement, une fois, il a pris des contacts pour dire, oui, Monseigneur Kodjo, je vous rassure, parce que c'est vous qui avez peur, vous êtes parti. Je vous rassure, ou on lui a envoyé un émissaire pour lui dire, bon, ok, on vous donne toutes les garanties que vous revenez aujourd'hui, il n'y a rien, revenez, etc. Quelqu'un d'entre eux l'a fait? C'est eux qui gouvernent le pays. S'il doit avoir la paix dans ce pays, c'est eux qui doivent poser les actes. Ce n'est pas celui qui est parti.
C'est ceux qui sont au pays, ceux dont on a peur. C'est d'eux qu'on a peur. Si je dis que bon, demain on va m'arrêter, mais celui qui peut poser ce acte-là d'arrestation, c'est lui qui doit rassurer pour dire non. Écoute, moi je vous rassure que vous reviendrez. Et avec telle garantie que vous ne serez pas arrêté. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans ce traquenage, dans ce piège-là avant. On leur rassure que, ah non, après, quand ça se passe, ils trouvent que c'est autre chose qui leur arrive. Alors, Maître Apefong, vous avez aussi appelé les Togolais à fédérer leurs énergies en vue donc de sauver le Togo. Alors, comment voyez-vous les Togolais fédérer leurs énergies? Et appellerez-vous de nouveau à la, comment dirais-je, à la création d'une nouvelle coalition de partis, une aspirance maintes fois renouvelée mais qui laisse des souvenirs amers à l'opposition? Est-ce que, voilà, c'est quoi? Comment voyez-vous que les Togolais fédérer leurs énergies? Si vous voyez mon message à la fin, j'ai dit que nous avons des difficultés aujourd'hui, nous, partis politiques. Les dissensions sont tellement profondes entre nous aujourd'hui au Togo. Les approches même entre partis politiques, ce n'est que quelques rares qui se parlent entre eux. Mais le climat est totalement faisandé. Alors, l'animosité, la haine, tout ce que nous développons les uns à l'égard des autres fait que lancer un appel aujourd'hui aux partis politiques pour dire retrouvez-vous, formez coalition, faites ceci, ça risque d'être de l'utopie. Alors c'est pour ça que nous sommes allés au-delà des partis politiques. Nous avons dit, dans notre pays, c'est d'abord les citoyens qui ont la considération première des choses qui doivent se faire. Mais les citoyens togolais, que tu sois dans un parti politique, que tu ne sois pas dans un parti politique, mais tous ces citoyens-là sont quand même citoyens du Togo. Alors, nous disons que l'appel va d'abord à eux tous, qu'ils soient dans un parti politique ou en dehors des partis politiques. Parce que la gestion du pays les concerne. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays les concerne tout le monde. Alors, l'appel que nous avons lancé, nous disons, c'est au-delà des partis politiques, au-delà même des organisations de la société civile qui sont aujourd'hui là. Comment faire pour créer un grand mouvement citoyen? Un grand mouvement citoyen qui regroupe moi, appelons assis ici en tant que citoyen, mon parti, les membres de mon parti, comment fédérer cette énergie-là avec les gens de l'ANC, avec les gens de la, comment on dit ça, de UNIR, de la DMK, tout ce que vous voulez, dans le pays, dans la DMK, machin. Les partis peuvent travailler en tant que parti sur le terrain. Moi, je travaillerai en tant que parti pour la conquête du pouvoir. Je ferai des alliances avec le parti qui peut s'entendre avec moi. La DNK ira vers celui qui peut faire alliance avec elle. Ça, c'est les actions que les partis doivent faire sur le terrain. Ça, chacun doit le faire. Mais au-delà de ces partis, de ces considérations politiques, nous devons créer un grand mouvement qui puisse nous permettre au moins de poser les problèmes réels de notre pays et pour reconstituer une force en face de ceux qui nous gouvernent. On peut être dans un grand mouvement citoyen et poser les actes de tout ce qu'on a dit là. Si nous redevenions une force, on peut poser les problèmes là au sein de ce grand regroupement et continuer à travailler en tant que parti politique. Ce n'est pas exclu. Alors, moi je dis, l'appel que j'ai lancé, les gens, moi j'ai lu, comme d'habitude, les gens disent, oui, mais pourquoi moi je lance un appel pour dire que les gens se regroupent autour de moi en 2025, alors que je ne l'ai pas fait en 2020. Ceux qui le disent n'ont rien compris. Ils n'ont vraiment rien compris de ce que j'ai dit. Totalement, alors là, ils sont passés à côté de la plaque. Je n'ai pas lancé un appel pour que les gens se regroupent autour de moi. J'ai lancé un appel, demain, si ça prend et que les gens se retrouvent, on mettra n'importe qui. On mettra n'importe qui à la tête de ce regroupement. J'envisage même pas d'être dans la structure. J'accompagnerai. Mes militants accompagneront. Donc, je n'ai pas lancé un appel pour que les gens se regroupent autour de moi. Et le souhait même, et ça a été toujours notre dada, pour que ça puisse marcher,
il faut mettre plutôt quelqu'un de la société civile devant. Rappelez-vous, pour l'élection de 2020, les difficultés que les partis politiques de l'opposition ont toujours traîné, continuent de traîner entre eux, les suspicions, les ambitions, etc., etc. Nous avons dit, mais faisons un effort pour laisser tomber nos rivalités politiques et mettre quelqu'un de la société civile devant. Il fera une transition, il créera les conditions d'une vraie élection au Togo, et après, les partis politiques reprendront le manteau de partis politiques pour aller à la conquête du pouvoir. C'est ce que nous avons souhaité. Et c'est ce que nous continuons d'ailleurs de souhaiter. Nous ne posons pas des actes demain pour que les gens se mobilisent de nous parce que nous ambitionnons d'être le premier acteur demain. Ce n'est pas ça. Créons les conditions de citoyens qui puissent prendre en charge leur destin. Prenons notre destin en charge. Alors, continuez à être dans les maisons, se plaindre, gendre, dire oui, ça ne va pas, oh, le Togo va mal, le Togo machin, sans rien faire, c'est de la lâcheté. Restez tout le temps, que tu sois avocat, que tu sois magistrat, que tu sois militaire, que tu sois policier, et que tu sois journaliste et autres, agriculteur. Lorsque tu vois aujourd'hui que le Togo, notre Togo va mal, et lorsqu'on t'interroge, tu dis non, ça va réellement mal. Mais lève-toi, fais quelque chose, indigne-toi et pose un acte. C'est là le sens de mon appel. Bien. L'année 2023 sera une année électorale. Cette année donc sera une année électorale au Togo. Et à cet effet, des CELI ont été créés en vue donc de l'organisation des élections. Alors pour vous, les élections en préparation vont se dérouler aux conditions du pouvoir. Et si rien n'est fait, dites-vous, pour redresser le tir. Et ça dit que si aucun autre changement n'était apporté au cadre électoral actuel, les militants des FDR iront à la pêche au chien le jour des élections? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a une clarification que je dois faire d'abord, avant de répondre à votre question au niveau des élections. Les échéances que nous avons devant nous. Il y en a deux. Mais au FDR, à l'analyse, nous considérons que la seule élection aujourd'hui qui est importante, qui vaille la peine d'être faite, c'est les élections législatives. Donc vous n'êtes pas d'accord pour le couplage de ces élections bien les On ne peut pas être d'accord pour le couplage parce que nous considérons que les élections régionales telles que c'est conçu aujourd'hui pour déboucher sur la mise en place de Sénat, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? C'est du n'importe quoi parce que le Sénat, on n'en a pas besoin. Pourquoi on doit mettre un Sénat pour un petit pays comme nous sommes aujourd'hui, 56 000, à peine 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants, c'est quoi pour certains pays, c'est juste un petit canton. Lagos fait 20 millions. 20 millions. Lagos fait 20 millions. Alors pourquoi mettre en place un Sénat pour faire quoi? Alors qu'il y a déjà une Assemblée nationale. Et surtout l'argument qui est l'argument marteau pour nous, c'est que on a voulu les élections locales pour permettre aux communautés de base de se prendre en charge. Lorsque les communes vont fonctionner demain de manière correcte, beaucoup de problèmes vont se régler au niveau des communes. Le problème d'emploi, le problème de santé, le problème d'éducation. Les maires, si réellement les communes là ont les moyens, beaucoup de problèmes vont se régler à ce niveau. C'est justement le sens justement des élections locales. Mais aujourd'hui, on nous dit, mais il n'y a pas de moyens pour que ces communes-là se prennent en charge. Et l'argument qu'on développe tout le temps, c'est que les communes-là n'ont pas de moyens. Parce que le pays n'a pas de moyens pour donner suffisamment de ressources à ces communes-là. Alors, lorsqu'on nous dit tout le temps qu'on n'a pas de moyens pour que les communes fonctionnent correctement, mais comment diantre on peut nous dire on va encore en ajouter pour aller créer une structure qui a besoin de moyens également pour fonctionner? On est dans quel pays? On est dans quoi? On est dans quoi? Prenons-nous quand même au sérieux quand même un peu dans notre pays. Nous avons aujourd'hui des problèmes dans tous les secteurs. En matière de santé, on crie tout le temps, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas ceci. Au niveau des écoles, il y a encore des écoles qui sont dans des, je ne sais pas, dans des structures qui font pleurer. Mais les problèmes sont partout. Alors, arrêtons-nous au moins pour nous concentrer sur ce qu'on peut faire pour l'essentiel. On va aller encore faire des élections, on va dépenser de l'argent, on va... Mais lorsqu'on nous dit
que les communes n'ont pas de moyens. C'est en créant les régions qu'on aura finalement les moyens. Les communes n'ont pas de moyens pour fonctionner. On va créer les régions. Les régions auront besoin d'argent pour continuer à fonctionner. Ce qu'elles n'auront certainement pas. Et puis après, à partir de ces élections régionales, on va mettre en place le Sénat, qui aura besoin de moyens pour fonctionner. Mais on a l'impression qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est pour ça que nous, radicalement, nous disons, les élections régionales, là, nous, la finalité, ça ne sert à rien. Mais maintenant, les élections législatives, elles sont importantes. Parce que c'est à l'Assemblée que les lois sont votées. L'orientation même du pays, c'est là-bas. Et je l'ai dit la dernière fois que c'est une bêtise. C'est la même chose au Sénat aussi. Laissez tomber, on n'a pas besoin. Beaucoup de pays aujourd'hui fonctionnent sans Sénat. Est-ce que ces pays ne sont pas des pays démocratiques qui ont de l'avenir pour le pays? Pourquoi? Il y a beaucoup qui n'ont pas de Sénat. Il y en a même qui ont mis en place des Sénats après, ils l'ont laissé tomber. Parce qu'ils ont réfléchi pour dire que le Sénat n'apporte pas, en réalité pas grand-chose au pays. Alors, je dis, lorsque nous revenons pour prendre l'Assemblée, et je dis, nous avons commis des bêtises dans le passé en n'allant pas aux élections. C'est vrai que les conditions dans lesquelles le dialogue s'est passé et tout ça, bon, ça a laissé des frustrations. Mais nous n'avons pas pris la bonne décision. On aurait dû aller à ces élections-là et avoir une majorité. Et je suis sûr même que la manière dont la C14 fonctionnait à l'époque, si on avait eu le courage de mettre des candidats de la C14 sur toute l'étendue du territoire pour aller à ces élections-là, aujourd'hui, la physionomie de l'Assemblée ne serait pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Une physionomie piteuse, totalement piteuse. Alors, c'est pour ça que nous disons, on ne commettra plus la même erreur en disant, oui, lorsque les élections législatives vont venir, on va les boycotter. On ne va pas les boycotter. On va s'organiser. Et le souhait pour moi, c'est que pour que ces élections législatives se déroulent dans les meilleures conditions pour nous, nous n'avons pas de moyens. Ceux qui gouvernent le pays ont les moyens d'État. Ils fonctionnent avec les moyens d'État. Ils utilisent, ils dépensent comme bon leur semble. La seule chose que nous avons aujourd'hui, c'est les populations. Alors, notre richesse aujourd'hui, c'est les populations. Pour rentabiliser ces populations, les mettre en ordre de bataille, c'est créer un minimum d'alliance pour aller à ces élections-là. Parce que ce serait encore, je dirais, pas trop réfléchi de nous considérer aujourd'hui les uns comme les autres comme capables d'aller faire ceci tout seul, et aller. Oui, quand tu vas tout seul, FDR, tu prendras une dizaine, une quinzaine peut-être de députés, l'autre prendra une dizaine, machin. Mais pour que le pays, ce que nous voulons, puisse avoir un déclic demain pour aller vers un changement, c'est lorsqu'on aura un paquet de députés suffisant pour changer, pour corriger ce qui est en train de se faire. Alors donc, pour nous, on ira à ces élections. C'est vrai, notre souhait, c'est de corriger le cadre électoral avant d'y aller. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'appel que nous lançons pour la création d'un grand mouvement citoyen, lorsque ce mouvement est créé, mais les rapports de force vont changer pour que nous puissions imposer demain la correction justement du cadre électoral avant d'aller à ces élections. Voilà le sens enfin, notre conception de ce qui peut se faire demain. Bien. La suite de cet entretien, dans un court instant, le temps pour Hervé essaie de nous rappeler une série d'événements de l'actualité nationale de cette semaine. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er mars 2023 sous la présidence du chef de l'État, Faure Sozina Nyasimbe. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 3 communications. Au titre d'un projet de décret, le projet fixant les conditions d'accès aux professions de transporteurs, d'intermédiaires et d'auxiliaires, notamment l'obligation de se constituer en société commerciale. Le chef de l'État, Faure Sozina Nyasimbe, a présidé samedi dernier à Sokodé la cérémonie de clôture du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, pour le compte de la région centrale. Les producteurs, dans leurs échanges avec le chef de l'État sur leur vision du secteur agricole, relevaient les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment le difficile accès aux intrants. La première session extraordinaire de l'année de l'Assemblée nationale, ouverte le 21 février dernier, a pris fin mardi avec l'adoption par les députés de la loi portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Son adoption va permettre au Togo d'avoir un plan de protection des populations contre ces armes et de bénéficier également d'une assistance internationale en cas d'attaque chimique. Le médiateur de la République peut désormais recevoir la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités. En effet, une cérémonie de prestation de serment des greffiers et assesseurs qui sont appelés à l'épauler dans sa mission s'est déroulée mardi dernier au siège de la médiature. Awanana Daboya, médiateur de la République. Ceci marque également un autre pas vers l'opérationnalisation exacte, concrète de notre mission. Je voudrais profiter pour les féliciter, leur souhaiter la bienvenue dans la maison du médiateur de la République pour ensemble acter dans le sens de ce que la loi a prévu et de l'objectif fixé pour cette mission, à savoir recevoir les déclarations des biens et avoirs, œuvrer à une transparence, à une gestion transparente des deniers publics et à lutter contre l'enrichissement illicite en vue de la promotion de l'émergence économique et de la bonne gouvernance surtout au Togo. Bien, un prélude à la déclaration des biens des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires, autres agents publics, des greffiers et des assesseurs ont prêté serment et mardi dernier devant le médiateur de la République. Juste au lendemain de cette prestation, des membres du gouvernement devraient commencer à déclarer leurs biens. Alors que pensez-vous de cette loi qui contraint les plus hautes autorités du pays à cet exercice? Pourquoi c'est maintenant qu'ils le font? Peut-être mieux votable que jamais. C'est-à-dire que la déclaration des biens est une disposition constitutionnelle. Lorsque j'étais encore à l'Assemblée, nous avons, au niveau de l'opposition, fait une proposition de loi pour que cette disposition constitutionnelle-là devienne applicable. Depuis 2000, je ne sais pas quelle année, 2014 ou 2015, c'est resté lettre morte aujourd'hui. Alors, si vous dites oui, il n'est jamais tard pour bien faire, j'en conviens. Mais ce que moi je subodore dans ce genre de situation, ce qui est l'obligation, qui doit être fait par tout le monde. Quand on lambine, on hésite, on tourne en rond. Parfois, c'est comme si les gens attendent pour trouver le bon angle avant d'aller vers ce qu'on doit faire. Bon, nous attendons de voir. Nous attendons de voir parce que il ne suffit pas seulement de dire on a mis des greffiers, on va commencer à faire des déclarations de biens. Alors, si réellement les déclarations qu'on veut faire, on les fait de manière correcte, nous apprécierons demain. Parce qu'à un moment donné... On nous dit que la déclaration se fait sous pli fermé et n'est pas rendue publique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Que d'abord, on a traîné les pas, on a dit qu'on doit d'abord sensibiliser, on doit faire ceci. Mais les acteurs qui se sont engagés dans cette affaire, qui sont députés, ministres, etc., chefs de parti et tout ça, tout ce que je dis là, ils connaissaient l'existence de cette loi. Est-ce qu'on a besoin d'aller les sensibiliser avant d'aller leur demander de venir déclarer leur bien? Ce n'est pas le citoyen lambda, mon père qui est dans son champ là-bas, à Vaughan, ce n'est pas lui qui viendra déclarer ses biens. C'est ceux qui utilisent quelque chose qui puisse permettre demain, ils sont dans le cœur de la politique du pays. C'est à eux que s'adresse ce test-là. Alors, ils le savent. Alors, quand on nous parle de sensibilisation, de ceci, mais tout ça, c'est un faux fuyant. Alors, maintenant, nous attendons de voir, et on nous dit que ça va être plus fermé. Plus fermé. Alors, comment on saura réellement si les gens ont déclaré leurs biens? La première personne qui doit déclarer les biens, c'est le chef de l'État. Il va faire sous plus fermé. Alors, s'il divise son avoir, ce qu'il a, effectivement, il le divise par 1 million. Et il dit que c'est ça que j'ai. Alors, on débouche sur quoi? On va déboucher demain sur la tromperie. Voilà, donc le système est tel qu'on veut le faire fonctionner sans savoir comment ça va se faire, comment la transparence dans la chose, ça même, ça devient suspect. Moi, c'est pour ça que moi, je ne crois pas que ce truc-là débouchera sur quelque chose de sérieux. Bien, nous allons observer une pause pour les annonceurs avant de revenir pour notre entretien.
nous n'irons plus jamais. Établissement La Beauté assuré les oyoyo na dilo keke nous vino nous souvino be ni gogo ele La Beauté assuré ne miabe viobe jadjrado nous viobe roblette sa dodo nous souvio so pedon so ipewe vebe kotu milate ko nous vi debi ngenge obe awudodo vovovo. Établissement La Beauté assuré e bale oyoyo na mini miabe amissiobe mi vane ya peru mi anti ne miaba bazobe jadjrado ami préparé adi préparé allo bouton konku menawa alobita wo yibo etipawa La Beauté assurée la peru ntiobe wa pata kitola dodo ni le kege no do kege be pharmacie akwa o la pomia be jesi dodo ke la ta mono so kege be catholique no le buade yomi le 90 04 09 72 99 15 08 53. 20 mousseux brûlés. Ouais, ici, des djiople raya à memeye wonye. 20 mousseux brûlés, dia et puis n'y a blibola fiana gan. La fille si wo dedo la. Ouais, il va vendre wonye abe aller si miao ramienya me va vendre ene. Et y no tue do plongé là. Et y a me si a me fiana assis glona pleuribe. 20 mousseux brûlés. Ouais, n'y noa. Mina 20 mousseux brûlés na no mia domaine nom le mia pe djogo do peo. 20 mousseux brûlés anabe mia raya ple djo. Adabo, adata, afwa grrr. Wole drum la fille si a fille. Mi yo bla asie que vo eton. Asie que vo ene. Bladrevo ve. Et que ma mia que de 20 mousseux brûlés ngou. Vo edjebe wa nuit de asimti. Bien non la mesemea midula dunwa dodo mia debe no dodo ni jojo menuo ye nun tonto ke we nana be mino la mesemea lewame mia debe pono nyona la mese enu vovovo ko so wo ya onyi mia deba glemenu ko son so jabe ponoa ni no si alo lebe vivie lesi egmana le nume ye nu nya me ko yobe proteina eleme e pobe ponoa dona poname ye no dui han e wone be don nwede ke jiale lamena me to menu nyame kunu nyame okpata sogbele me pono nwede nto benyi sokudu leke enwa dodo ke we hiana mya be lamese me nonoa lewa medua nti akutebe konwa ya fona eme bobona nwede enana be enu okpata zona nwede le moke we jinu dudu to na so mya be ve me va kona do mya ba dogbo me o mea nti edidina amigbegle ke we le la mia potona yebe site doa chidodo nti soja be ponoaya e potoya la kute toyo mi wo chanchon nwe tone mi antogba kudo mi abe khomea mi adebe pono yawa mi la powe la fisi afi allo mi la pokanami le 92 40 30 40 G avec Oadel, fier de consommer togolais. Mavio, minamia do kokwenye mbiabe nopeo, kokwenye me nonwa, ehena na misevana. La grâce Ephraim leo yoyo na mia kekembina. Mite gogo ene miabe kokwenye ne miaba kuyo, miabe dopeo, amejo hopeo, chochikpa me aye sogbe. La nabe kokwenye la notepeo patanami. Kudo ibe rideau vovovovovo, rideau adodo, design vovovo, et dopebe rideau California jalousie vénitien. Et on patakekewa, odone de dope gangan, mite gogo ya, ne ya miabe do opero nami abadivo rame akonka abadivo kedio la monto na mere par novi te gogo la grâce Ephraim mi le bossi militaire de zombi ngodo mezereka nkalejibe nya pata mi gesi do pele fun voilà grâce Ephraim bado do pe vegoin et la tila monu no solo meyo le zangera la grâce Ephraim e do bi fiose de cadeau fun fiose de camp me pobeni la tira la grâce Ephraim be do pia le 99 49 68 98 92 16 86 45. La grâce Ephraim, la réconciliation va mieux non plus nami. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Sokudo no bazan de do vole yie pogodo apata me kele pewetu tongwa benge kenyi gwa gbegile pe akpeve kudo wivo tongwa me ke yo oso etanya pe ametoana be adam de moye yia be zanzane amesia me ne sosomina soele no sukudo nyonu do mebe nkoyia APSFDB alozen le Togo le honu du comme vio kenkembe mingba no damia be gaodo fidoha ke weye fiora muna
gbe agbo egbale hlonu mi le do afodina mi be never ve me be mi ja dagaro fido hade gboa nyano bio yo nu gome seje nko APSF debe taro dinu enyi be yo odo be fido hao wani edo mesi woto le Togo ni mi dila bio nu gome si ami ayo le 22 25 50 75 10 allo 70 42 90 76 10 minagba ten yo le kaponumba gbe mu kele ni 80 00 00 00 a 10. La force du monde, la force des hommes, est comme les armes, la bam, la bam, la bam, la bam. Novio, savon noir bio du Maroc towa odon koumia di le miaba baziri kokonyinyi binyami. Et agbaziri la si o bébé masetunu et dio le megbe de bia. Savon noir bio du Maroc towa o coupure cosmétique, kudo gommage, nyoriva que de nadir agbaziri me plo 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 plo. No le jibena ya siami. Ami ade kane wonu gerena wa. Savon noir bio du Maroc adon koumia di. Et les belles digbo. Les belles dia, moi me tonye de kawana. Et qu'on a basé, mais qu'on a basé, et non andou doit basé. Ficolo de black kaba, savon moi bio du Maroc, badio bata, o le miasi carotte, curcuma, carotte, chakakudo, curcuma, tochale, ntisito, anisito, wakato bistok le miabo, miabak basé, kokoyinya, mite gogomi. Nous le dit la pe savon moi bio du Maroc. Pour du pharmacie, les pepe au la, le kudo fiose kokudo kakudo, allo agogo émergence divine to, les 90 13 67 49 97 94 08 65. Savon noir bio du Maroc. Jessia dodo kola sokolo ntibeni nyetwa eni kude. Savon noir bio du Maroc. Enna kokoyeni miwa bazio. Retour au studio pour la suite de cet entretien. Et Maître Apévon, un mot rapidement sur le forum des producteurs agricoles du Togo qui en était la semaine passée à l'étape de la région centrale à Sokodé. Une fois encore, le chef de l'État a présidé en personne la clôture de cette rencontre. Alors comment trouvez-vous cette initiative du chef de l'État qui permet au gouvernement d'aller au contact du monde paysan et d'échanger directement avec celui-ci? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut répondre. Bah, tout ça, moi, ça ressemble plus à une campagne qu'autre chose. Parce qu'en réalité, pour régler les problèmes de notre pays en matière agricole, ce n'est pas ce que fait le chef de l'État en faisant cette tournée là, ici, en allant montrer, machin, et tout ça, en mobilisant les populations, prendre des bains de foule et tout ça. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Le problème, c'est quand les producteurs sont rassemblés et qu'ils échangent et qu'ils posent le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, ne nous trompons pas. Je ne sais pas depuis combien d'années, je dirais même de décennies, qu'on nous parle dans ce pays d'autosuffisance alimentaire. C'est du temps du général Yadema. Alors, en dehors du slogan autosuffisance alimentaire, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour que réellement l'agriculture devienne justement un facteur de développement? Qu'est-ce qui a été fait? Quelles réflexions on a menées dans ce pays pour la maîtrise, par exemple, je dirais, de l'eau? Parce que pour faire l'agriculture aujourd'hui, il faut une maîtrise de l'eau. Quelle réflexion a été faite en dehors de quelques saupoudrages qu'on fait pour la maîtrise des techniques agricoles? Comment on fait l'agriculture aujourd'hui pour que l'agriculture sorte des choses traditionnelles, la roue et la daba, et pour devenir quelque chose de véritablement rentrant, que l'agriculture devienne une industrie pour nous au Togo? Mais c'est plutôt les étrangers, ceux qui conçoivent, machin, les Chinois et tout ça, peut-être qu'ils commencent à avoir des idées. Mais nous-mêmes, les citoyens, les jeunes qui sont là aujourd'hui en quête d'emploi, qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui avec les espaces que les gens s'approprient indûment? Parce que les gens, on constate que les gens achètent des espaces de terrain qu'ils n'exploitent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que réellement l'agriculture devienne quelque chose? On a vu au cours de ces forums des Togolais qui créent des machines pour améliorer les rendements. Je les félicite. Mais ce n'est pas en réalité pour lancer des idées comme ça. Les privés feront ce qu'ils peuvent.
Mais l'impulsion doit venir de l'État. Mais pour que vous ayez des résultats dans quelque chose, il faut investir dans cette chose-là. Mais on ne va pas s'arrêter tout le temps dans le concept de slogan. Les gens qui ont développé l'agriculture chez eux, qui ont transformé l'agriculture, ils ont mis les moyens. L'État a mis les moyens en croyant la chose. Mais l'État est sorti du slogan pour aller vers quelque chose de rentable, en mettant les jeunes au travail, en prenant des espaces, en mettant de l'argent, justement, dans l'agriculture. Mais attendre un moment pour faire un petit show, une tournée, machin, pour aller raconter, mais tout ça là, moi, ça, pour moi, encore pour le moment, ça demeure à l'étape de slogan du showbiz, quoi, c'est ça. Alors, Maître Afébon, vous avez abordé dans votre discours samedi passé le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Pour vous, quels sont les enseignements que le gouvernement devait tirer de cette affaire? Les enseignements sont simples. Depuis longtemps, l'impunité est érigée dans notre pays en système de gouvernement. Les institutions de contrôle de la gestion du pays ne fonctionnent pas. Parce que ces institutions sont mises en place de telle manière qu'elles ne puissent pas fonctionner. Alors, si les institutions de contrôle... Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi ils sont... Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale. Le premier organe qui doit contrôler ce que fait le gouvernement, c'est d'abord l'Assemblée. Même si on est de la majorité, les députés sont de la majorité. Et ils ont été élus par des populations qui veulent qu'on vienne leur rendre compte comment les deniers publics sont utilisés, comment le pays est géré. Ils ont pris des responsabilités vis-à-vis de leurs électeurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont du parti au pouvoir qu'ils vont se confondre au parti au pouvoir. Pour dire que tout ce que le parti au pouvoir, le gouvernement fait, est bon. J'ai connu des pays, je prends l'exemple du Kenya. On a été une fois au Kenya. Et curieusement, ça a coïncidé avec une séance de l'Assemblée. Mais j'ai poussé la curiosité, je suis allé. Mais la manière dont un rapport déposé par le gouvernement a été critiqué dans le segment, j'ai été surpris. Et ma surprise a été plus grande que lorsqu'on est sorti de la séance à l'Assemblée. Ceux qui ont été les plus virulents, c'est les députés de la majorité. Je me suis amusé à m'approcher d'un de dire, vous êtes la majorité. Mais comment se fait-il que c'est vous qui êtes plus critique vis-à-vis du rapport du gouvernement? Je dis, mais c'est normal, non? Nos rôles sont séparés. Ceux qui sont là-bas, eux, ils gouvernent le pays, mais nous, on nous appelle à contrôler ce qu'ils font. Mais si eux ils font et nous ne contrôlons pas, nous allons nous confondre à eux. C'est ça, être un député. C'est ça, justement, le rôle d'un député. Et lorsqu'on le fait comme ça, ça corrige justement les déviances de ceux qui gouvernent le pays. Si on a une assemblée capable de dire aux gouvernants, dans les délais aux ministres qui gouvernent, qui manipulent nos deniers publics, non, ça peut se faire comme ça. La prochaine fois, la personne réfléchira. Mais lorsque la personne utilise mal la chose, ou utilise mal ces deniers-là, et il a l'assurance qu'en venant à l'Assemblée, il va être plutôt adulé, béni, cajolé, mais comment voulez-vous qu'il fasse mieux? Vous prenez la Cour des comptes. Mais on a été surpris d'ailleurs pour la première fois dans notre pays. Et je les en félicite, ceux qui ont eu le courage de faire ce rapport-là, pour véritablement rentrer dans le cœur de ce qui a été fait, pour produire un rapport correct. Mais on a l'impression aujourd'hui que le gouvernement leur fait le reproche d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Les commentaires que nous écoutons, c'est comme les gouvernements, les gens qui ont utilisé ces fonds-là, qui ont été mis à nu. C'est comme s'ils reprochent à ceux qui sont de la Cour des comptes d'avoir fait ce travail qui a été rendu public. Mais je les entends dire que c'est eux qui ont demandé que le rapport soit publié. Mais chiche, si la Cour des comptes fait un rapport correct et vous demandez publier, mais soyez conséquents avec vous-même pour reconnaître les manquements que la Cour a relevés. Lorsque vous demandez qu'on publie un rapport et que la Cour rend publique la chose, et les citoyens, les journalistes commandent ce rapport,
vous dites que c'est eux qui sont inintelligents, qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment lire. C'est quoi cette affaire? C'est quoi ça? Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas vraiment pas sérieux. La leçon que le gouvernement doit tirer, c'est de dire oui, mais la Cour des comptes a eu le courage de faire un travail sérieux. Et qu'à partir de ce travail sérieux-là, nous commençons, c'est le début justement de ce que nous appelons la fin de l'impunité. La fin de la gestion calamiteuse de nos deniers publics. Mais si au moins ils prennent ça comme un départ, mais on va les applaudir. On va applaudir pour au moins, ils ont commencé à faire un effort pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que lorsqu'on ne met pas de l'ordre dans la manière dont nos finances sont gérées aujourd'hui, où des individus s'enrichissent impunément, alors comment le pays peut se développer demain? On crie que les jeunes n'ont pas d'emploi, on crie qu'on n'a pas d'hôpitaux, mais des individus, eux seuls, sont plus riches que l'État. Alors, comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'on aille au développement? Alors, donc moi, la leçon, c'est que ces gens-là deviennent plus humbles pour reconnaître, franchement, que quelque chose n'a pas fonctionné. Au lieu de monter au créneau pour aller attaquer les gens, menacer même les gens de poursuites judiciaires et on va les traduire devant les tribunaux. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire-là? Alors, je rappelle que l'invité de Retro 7 de ce matin est le président des Forces démocratiques pour la République, Maître Paul Dodi Apevon. Mais avant de reprendre le cours de notre entretien, Hervé Essay nous remémore les derniers événements de l'actualité nationale retenus pour cette émission. Les travaux pour l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire SNAT du Togo ont été officiellement lancés mardi à Lomé. C'était en présence de la chef du gouvernement, Victoire Tomegadobé. Ce schéma, qui s'inscrit dans la feuille de route Togo 2025, a pour but d'intensifier la mise en œuvre des infrastructures de base au profit des populations, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Victoire Tomegadobé. Il sera un outil d'accélération des réponses à la vulnérabilité des populations, en particulier dans les zones les plus exposées à la menace sécuritaire. Le SNAT constitue donc, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers, un outil stratégique d'aide à la décision et d'anticipation dans la gestion de l'espace et de l'économie qui renforcera pour l'avenir dans notre pays des grandes orientations du développement, la cohérence et la synergie des politiques stratégiques sectorielles pour une gestion harmonieuse de l'espace national. Sa mise en place vient confirmer la volonté du chef de l'État de promouvoir des mécanismes adéquats et indispensables qui permettront d'accélérer le développement inclusif, équilibré et durable de notre pays. La journée mondiale de la protection civile a été commémorée mercredi dernier. Dans un message de circonstance adressé aux populations, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damran, a invité celle-ci à s'approprier les premiers gestes de secours en vue de la résilience des communautés en matière de protection civile. Le Togo peut se réjouir et se féliciter des avancées enregistrées en matière d'usage des technologies de l'information dans la gestion des crises et d'une façon générale dans la réduction des risques de catastrophe. Les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe se servent des technologies innovantes aussi bien dans la prévention que dans la réponse, telles que la production des bulletins de prévention d'alerte basés sur la modélisation des prévisions de crues, l'élaboration de la cartographie des zones inondables à travers le système d'information géographique et la télédétection. Et enfin, le suivi et le rapportage des actions du cadre d'action de Sendai à travers les portails des vecteurs et Sendai Framework Monitoring System. Dans le cadre des manifestations de cette journée, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile projette organiser du 5 au 9 mai 2023, avec l'appui des partenaires, un exercice de simulation grandeur nature sur les inondations, les conflits intercommunautaires et les épidémies dans les préfectures de Dampen et de la Kéran. Enfin, la chambre administrative de la Cour suprême a annulé jeudi à l'issue d'une audience la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC suspendant le quotidien Liberté pour 3 mois. En revanche, celle portant suspension de Tampa Express est maintenue. L'instance de régulation des médias n'avait pas révélé les motifs de sa décision de suspension prise contre les 2 journaux, mais s'agissant du quotidien Liberté, beaucoup s'accordent à penser que sa suspension serait liée
lié à une publication relative à un accident de la circulation qui s'était soldé par le décès d'un jeune homme. Liberté pourrait donc paraître très prochainement, à en croire son directeur de publication, Médard Amétépé, qui salue la décision de la Cour suprême. Nous sommes heureux que cette décision de la Cour suprême soit en notre faveur et la conséquence, c'est que nous allons reprendre le travail dès ce lundi, nous allons reprendre les parutions. Il faut dire que suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Lomé, nous avons formé un pourvoi en cassation qui est normalement suspensif de cette décision, mais la HAC et le procureur général n'ont pas tenu compte de cela et il est normal que la Cour suprême rende justice pour nous. Et nous avons demandé que la chambre administrative de la Cour suprême annule cette décision et c'est ce qu'elle a fait parce que la HAC s'est précipitée pour nous suspendre. Il faut dire que c'est la deuxième fois que la chambre administrative de la Cour suprême annule des sanctions de la HAC en l'espace de 15 mois. Déjà en décembre 2021, elle avait annulé une décision de suspension du journal La Symphonie. Nous avons effleuré le sujet en début d'émission, Maître Apévo. Près de 750 Togolais de la région des Savanes au nord du Togo et qui fuyaient les attaques terroristes auraient trouvé refuge au Bénin. Alors, quelles sont les propositions des FDR pour mieux faire face à ces violences? Moi, je dis ce que vous annoncez là. J'aurais aimé que cette information vienne du gouvernement. On ne peut pas faire face à un événement aussi grave pour notre pays et que les informations concernant ce phénomène nous parviennent par rumeur. Or, les rumeurs, vous savez comment les rumeurs transforment les choses. On aurait aimé que le gouvernement communique sur ce... Mais on n'a pas demandé au gouvernement ou à la hiérarchie militaire qui subit justement ce phénomène-là, avec des décès dans son rang, de nous dire quelle est la stratégie qu'elle met en place pour contrer. Non, la stratégie militaire pour aller vers le champ de bataille, ce n'est pas à nous de le savoir. Mais comment nous faisons pour aider? Comment on communique? Nous avons au moins besoin de savoir. Les gens ne peuvent pas mourir dans le silence. Les militaires ne peuvent pas tomber comme ça, sans qu'on nous communique qu'aujourd'hui... Mais ok, on a encore eu tel décès dans nos rangs. Ce n'est pas possible. Les parents de ceux qui tombent sur le champ de l'honneur ont besoin de savoir. Alors le silence qui est gardé aujourd'hui autour de ce phénomène, et c'est par d'autres sources qu'on apprend que des Togolais fuient vers le Bénin, j'avoue que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour le pays, pour l'image de notre pays. Alors, ce que nous avons dit, ceux qui doivent faire face à ce phénomène, c'est les militaires d'abord avant tout, mais ils ont besoin de la collaboration des populations. Ils ont besoin de la collaboration des populations, de nous tous. Alors, comment faire pour que les gens collaborent, aient confiance pour aller collaborer véritablement? Nous l'avons dit. Posons des actes pour enlever, diminuer les inimitiés qui sont entre nous, entre les populations et les forces de sécurité, entre les populations et ceux qui nous gouvernent. Mais il est temps qu'on trouve un moyen pour faire la paix entre nous d'abord, avant d'aller affronter l'ennemi commun. Mais si on ne le fait pas, on continue de se faire la guerre entre nous. On continue de provoquer les gens, on continue de faire ceci, provoquant, entraînant le mécontentement des gens. Comment voulez-vous que les gens que vous mécontentez, qui sont furieux contre vous, vous leur demandez, mais venez mobiliser autour de nous pour aller faire front? Ce n'est pas bien. Et ce que moi je crains, et on apprend, ça aussi on l'apprend par des rumeurs, qu'il y a même des gens, des jeunes dans le milieu qui seraient complices des djihadistes. Mais c'est quand même assez grave. C'est assez grave pour notre pays. Et on a entendu un communiqué des États-Unis la dernière fois qui a ciblé un certain nombre de régions de chez nous de ne pas s'aventurer là-bas. Quand ces gens-là commencent à dire ça, c'est parce qu'ils ont des informations concernant les endroits qu'ils citent. Alors, si la chose quitte le Pendjal et compagnie et que ça descend vers ici, ça veut dire que ça devient quelque chose d'assez grave. Mais tendons-nous la main, nous disons, nous sommes partis au pouvoir.
nous sommes partis de l'opposition. Ceux qui sont au pouvoir, mais c'est eux qui gouvernent. Mais notre devoir, c'est de dire ce qui ne va pas. Et nous le dirons, ce qui ne va pas. Mais quand on dit que ça ne va pas, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des ennemis. Et ils ont envie de conserver le pouvoir, mais nous avons envie que ça change. C'est le jeu de la démocratie. Nous avons envie que ça change. Eux, ils ont envie de conserver le pouvoir. Mais lorsque nous nous battons pour que ça change, ils nous considèrent comme des ennemis. Pourquoi? Nous sommes des fils d'un même pays. C'est par hasard qu'ils sont venus là-bas. Beaucoup d'entre eux sont allés là-bas par hasard. Rien ne les prédisposait à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, si le pays nous appartenait à nous tous, nous avons le droit de continuer à nous battre pour que les choses changent dans notre pays. Alors, il est mieux qu'ils nous tendent la main, qu'ils comprennent que ce que nous disons, nous ne sommes pas en guerre contre eux, mais c'est pour le bien de notre pays que nous le disons. Eh bien, nous allons changer de sujet à présent, le désengorgement et le désencombrement des voies publiques. Un communiqué relatif à ce désengorgement a été rendu public le 4 novembre 2022. Et la date butoir fixée pour s'y conformer, 15 février dernier. Alors, comment les maires gèrent-ils cette situation? Comment s'y prennent-ils pour amener les personnes concernées à s'exécuter? Nous allons écouter respectivement le maire de Golfe 1, Joseph Gomado, James Samaglo de Golfe 2 et Jean-Pierre Fabre de Golfe 4. Je voudrais demander humblement pardon aux concitoyens parce que si nous avons autorisé même les commerçants qui se sont installés dans l'emprise de la voie, nous leur avons donné l'autorisation moyennant ces taxes. Et même si c'est une autorisation provisoire, ce qui veut dire que c'est une autorisation qui donne aux concitoyens de s'installer. Et voilà cette situation. Ça leur cause des dommages parce que lorsque le concitoyen est installé, c'est pour mener une activité. Au niveau de BAP Domaine, nous avons eu à organiser une série de sensibilisations et nous avons ciblé uniquement les voies goudronnées, pavées et qui sont sur notre territoire et non les voies secondaires parce qu'on ne peut pas embrasser tout. Il y a des gens qui ont compris, il y a beaucoup aussi qui n'ont pas compris, mais préalablement nous avons eu à identifier, par exemple au niveau des marchés qui sont sur notre territoire et que nous gérons, nous avons eu à identifier les places vides que ces contribuables qui sont installés dans la prise de la voie peuvent occuper. L'état des lieux de notre pays en tant qu'aménagement du territoire, son accompagnement des gouvernants, c'est une faute aujourd'hui des élus locaux et c'est une faute des populations. Avant qu'on ne passe à cette phase de désencombrement, nous on a été interpellés par nos populations, nos administrés dans le Golfe 2. Ça fait 2 ans nous avons commencé la campagne de désencombrement. Maintenant qu'on veut le faire à une échelle nationale, on a besoin de plus de réflexion, d'aller sur le terrain, faire l'état des lieux, revenir, classifier les difficultés qui sont là, parce qu'on dit le terrain commande l'action. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire, qu'on le veuille ou pas, c'est à ça qu'on va aboutir. Nous, on ne va pas casser avec les engins de génie civil, on ne va pas casser, mais on va obliger à partir. Je les exhorte à partir pour que leurs outils, leurs marchandises ne soient pas détruits, que ces marchandises, qu'ils les transportent ailleurs pour pouvoir les vendre en bon état. Toutes les installations qu'ils ont mis beaucoup d'argent à édifier, que ces outils soient préservés. Et ça ne dépend que d'eux. Parce qu'il faudrait qu'ils puissent libérer les trottoirs demain. Certains jeunes avec beaucoup d'émotion. C'est la raison pour laquelle je souhaite que ces investissements qu'ils ont effectués ne soient pas détruits par des mesures brutales de dégagement. Ce sont des gens qui se débrouillent pour survivre. Ils n'ont pas d'emploi, ils vivent difficilement et moi je comprends. C'est pour ça que j'évite de casser, de détruire. Rapidement un mot, Maître Apevon, votre regard sur cette opération de désengorgement des voies publiques dans les grandes villes du Togo? Oui, mais les maires qui ont parlé ont résumé la situation. C'est une situation difficile et dramatique parce que nous vivons dans une période compliquée pour tous les concitoyens. Alors, si c'est au cours de cette période-là, les maigres structures mises en place, on demande aux gens de dégager, etc. C'est assez compliqué. Je reconnais qu'une ville doit se construire,
doit se bâtir. Et que installer des infrastructures en pleine rue ou empêcher les gens de circuler, ce n'est pas une bonne chose. Mais je crois que l'un d'entre eux l'a dit. Ça là, ce n'est pas un jour où le gouvernement va se réunir quelque part pour dire à partir d'aujourd'hui, à l'instant T, dégagez. Pris comme ça ne marchera pas, ce n'est pas bien. Ça créera des frustrations. Parce que les gens qu'on a autorisés, que provisoirement, le maire Gomodo l'a dit tout à l'heure, qu'on les a autorisés provisoirement à s'installer. Et on perçoit des taxes. Mais quand on va leur dire, mais dégagez, mais il faut mettre toute une stratégie autour pour que les gens aient suffisamment de temps et prévoir une structure de remplacement. Ok, vous ne pouvez plus être ici. Mais comme c'est ce que vous faites là qui vous donne un peu de suivi, de poursuites, mais on vous envoie vers là. J'ai entendu le maire Fabre le dire. Il faut créer quelque chose pour ces gens-là, pour qu'ils puissent au moins aller s'investir ailleurs. Mais les dégager, comme le gouvernement a dit, allez, on a dit top chrono, dégager, libérer les rues, mais c'est trop militaire. Non, mais le gouvernement a demandé que l'opération se fasse avec pédagogie et dans le respect de la mais bien sûr, la pédagogie, c'est ça qu'il faut mettre dans cette affaire. Et mettre le temps qu'il faut. Si ce truc-là doit durer plus d'1 an, mettez le temps qu'il faut pour que tout le monde se retrouve dans l'opération. Voilà, avant de passer rapidement à l'actualité internationale, je voudrais connaître votre réaction sur la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême, voilà, qui a annulé la mesure de suspension prise en l'encontre du quotidien Liberté par la HAC. Oui, mais moi je les félicite. Je les félicite parce que l'impression que nous avons aujourd'hui, de manière générale au niveau de l'opposition, c'est que c'est notre justice qui est utilisée pour mater, devient finalement un frein à la démocratie. Parce que si les décisions qui sont rendues là-bas sont uniques, les gens qui n'ont pas commis véritablement une infraction, on les arrête, on les fout en prison, ça crée justement de la frustration. Mais lorsqu'il arrive un moment où, comme la décision dont vous faites état, la HAC s'est précipitée pour suspendre un journal indûment et que la Chambre administrative corrige, annule, mais on ne peut que les féliciter. C'est des actes comme ça qu'on doit poser quotidiennement pour que finalement nous retrouvions dans ce que nous voulons construire comme État pour l'avenir. Voilà. Bien, rapidement, nous allons voir voilà ce que nous avons retenu pour l'actualité internationale de cette émission. Anane Vidjirakou. Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, a été déclaré mardi vainqueur de la présidentielle par la Commission électorale nationale INEC, ceci après 4 jours de décompte. Selon les résultats de la Commission, Bola Tinubu a obtenu 8,8 millions de voix contre 6,9 millions pour Atiku Abubakar du PDP, classé deuxième, et 6,1 millions pour Peter Obi du Parti des travaillistes. Déjà, le nouveau président élu Bola Tinubu tend la main à ses rivaux. La bataille fut rude, mais nous l'avons gagnée. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas voté pour moi et que vous êtes déçus que votre candidat ne se tienne pas à ma place en ce moment. Ce grand projet appelé Nigeria en appelle à nous tous. Il est plus grand et plus important que n'importe quelle division partisane. En une phrase, je vous demande de travailler avec moi. Je suis peut-être le président élu, mais j'ai besoin de vous. Et plus important encore, le Nigeria a encore plus besoin de vous. Cette victoire de Bola Tinubu est contestée par les 2 autres candidats déclarés perdants. Dans leur sortie médiatique jeudi, Atiku Abubakar, arrivé en 2e position, dénonce des fraudes et un viol de la démocratie, tandis que Peter Obi, le 3e, dit de son côté avoir remporté le scrutin. Au Mali, le projet de nouvelle constitution a été finalisé et remis lundi au président de la transition, Assimi Goïta. Il sera soumis au référendum le 19 mars prochain. La nouvelle loi connaît plusieurs modifications avec des nouveautés dans le document. Entre autres, les 13 langues nationales du pays sont érigées en langue officielle, tandis que le français devient une simple langue de travail. Autre nouveauté, c'est devant le président que le gouvernement sera responsable et non plus devant l'Assemblée nationale. L'initiative des lois revient au président, aux députés et aux sénateurs et non plus au gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Les Africains continuent de fuir la Tunisie où ils subissent des agressions depuis la sortie du président tunisien Kais Saïd qui considérait les migrants subsahéliens comme des masses incontrôlées venues du sud avec pour objectif, selon lui, de transformer la Tunisie en un pays africain seulement et de l'arracher aux nations arabo-musulmanes. Les ONG dans le pays ont dénoncé la montée du discours haineux et raciste en Tunisie. Dans une déclaration, le porte-parole de la présidence tunisienne a rectifié le tir en précisant que la Tunisie n'est pas contre la présence des ressortissants subsahéliens sur son territoire comme les étudiants, les touristes et les patients à condition qu'ils soient soumis aux lois tunisiennes. Et puis le président français Emmanuel Macron a présenté au début de cette semaine sa politique africaine de la France. Dans un discours, Macron compte réchauffer les relations de son pays avec les pays africains sur divers plans, notamment la culture, ceci avec de nouvelles orientations pour ressusciter l'envie d'Afrique en France. Dans cette logique, il a entamé mercredi une tournée dans 4 pays sur le continent, à savoir le Gabon, le Congo, l'Angola et la RDC. Rapidement, 30 secondes, Maître Apevo. Le Nigeria a un nouveau président, Bola Tinubu, et il est contesté par ses adversaires. Oui, rapidement. C'est vrai, les leçons que moi je voudrais qu'on tire des élections au Nigeria, c'est que d'abord, ça devient finalement une gangrène en Afrique. Nous avons appris que de tous les candidats, l'argent a beaucoup circulé. Malheureusement, le taux de participation a été très faible. Très faible. On parle de 27%. 25%. Pour un grand État comme ça, oui. C'est le plus faible depuis 1999 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il faut chercher à le savoir. L'autre leçon, c'est que le candidat du parti au pouvoir, qui a eu 8 794 voix, et en face de lui, il y a 2 candidats de l'opposition. Le premier, celui qui suit, à 6 984 000 voix, oui. Et le second à 6 101 voix. Mais il aurait suffi que les deux là s'entendent pour dire, mais ok, en face au candidat du pouvoir, mais ces voix-là, nous faisons une alliance de départ pour aller à ces élections. C'est vrai peut-être qu'on ne votera pas dans la même proportion, mais les deux ensemble, contre le candidat de l'opposition, eh bien, c'est les mains qu'il allait gagner ces élections-là. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et il y a eu la commission électorale indépendante qui a mis des mécanismes en place. Que, normalement, si ces mécanismes fonctionnaient, on aurait eu les meilleures élections au Nigeria. Oui. Parce qu'il y a un mécanisme qui permettait, un système qui permettait d'identifier les électeurs par l'empreinte digitale et par le faciès. Oui. Et ils ont mis en place un mécanisme de transmission des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Oui. Et que chaque citoyen peut aller consulter au fur et à mesure. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors donc, c'est là où l'argent... Rapidement, un mot sur la Tunisie, où il y a la chasse aux Africains, et donc le gouvernement envoie après des vols pour rapatrier leurs compatriotes. Oui, mais ce qui se passe en Tunisie, là, ce président, c'est un phénomène. Il est devenu un phénomène parce que ce qui se passe, ce qu'il fait là, c'est tellement dangereux que mais les Tunisiens, il y a des Tunisiens au Togo, oui. Il y a des Tunisiens dans presque tous les pays africains chez nous. Oui. Et si, en réponse à ce qu'il fait là, chacun décidait d'en faire autant, de renvoyer les Tunisiens chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Non, il est stupide. Moi, c'est un président, mais je me permets de dire, mais ce qu'il fait là, ce n'est pas l'Afrique qu'on veut construire demain. C'est vrai que les Tunisiens, les Maghrébiens, généralement se considèrent comme Européens, ils ne sont pas Africains. Mais du moment où ils sont sur la portion de l'Afrique, mais ce qu'ils font là, moi, c'est honteux. Bien, c'est la fin de cette émission. Nous ne pouvons plus aborder les relations France-Afrique. C'est la fin donc de cette émission. Je vous remercie, Maître Dodi Apevon. Je rappelle que vous êtes le président des forces démocratiques pour la République. Mesdames, Messieurs, votre fidélité